quelques chiffres sur DCNS déjà pour commencer. Donc DCNS, c'est une entreprise jeune de près de 400 ans, puisqu'elle descend des premiers arsenaux créés par le cardinal de Richelieu en 1631. Et elle est de droit privé à capitaux publics depuis 2003. Donc a pris le nom de DCNS. Donc l'actionnariat, c'est 2/3 l'État, en gros, et 1/3 la société Thales. Chiffre d'affaires 3 milliards d'euros. Ce chiffre étant constitué à 2/3 pour le client France, que ce soit en construction de bâtiments de surface ou de sous-marins et en maintien en condition opérationnelle de ces sous-marins et bâtiments de surface, avec et 1/3 de contrats internationaux avec le support de la France, qui est très important dans notre stratégie. 13 000 collaborateurs directs, plus tous nos fournisseurs, sous-traitants, très très largement français. Il faut savoir que les autres industriels le savent aussi, mais l'industrie de la défense, c'est un employeur qui est quasiment exclusivement sur le sol français avec des sociétés françaises pour des questions d'indépendance. Et c'est aussi un point important en tant que stratégie pour nous. Et 100 millions d'euros de R&D autofinancés concernant des CNS, mais aussi de la R&D comme les ETE financés par l'État. En partie où nous aussi nous présentons des dossiers, parfois aussi contre Thales, et parfois on perd aussi. Donc on a aussi un service de R&D qui monte des dossiers. Donc en tant que nos produits, donc évidemment le SNLE, qui porte l'arme nucléaire, construction pour la prochaine génération et actuellement entretien de la génération actuelle, la construction en cours de la prochaine génération de SNA et entretien des SNA actuels, plus côté sous-marin des sous-marins à propulsion conventionnelle, vendus au Pakistan, au Chili, en Malaisie et actuellement en programme en Inde et au Brésil. Côté bâtiment de surface, le Charles de Gaulle, en entretien. On espère pouvoir bientôt un jour lancer le projet du successeur, en fonction des budgets qui pourront être mis en place. Il y a des frégates fortement armées avec le programme FREM qui est en cours et normalement le programme des frégates de taille intermédiaire qui devrait être lancé. Des corvettes qui sont aujourd'hui plutôt à l'export. Les BPC dont on a beaucoup entendu parler, on entretient les Français qui ont beaucoup entendu parler entre la Russie et l'Égypte aujourd'hui, et des bateaux un peu plus petits. Donc chez DCNS, il y a également une division qui s'occupe d'armes sous-marines, donc torpilles et contre-mesures. Et récemment, une diversification vers les énergies marines renouvelables et en nucléaire civil pour créer un contre-cycle par rapport à notre charge en aval de défense. Donc le positionnement de DCNS, les particularités, parce que moi je viens de l'industrie automobile historiquement, donc un milieu complètement différent. Les particularités sur le naval de défense, c'est déjà d'un point de vue industriel pur, c'est qu'il y a peu de séries, puisqu'on fait quelques bâtiments, mais en général chacun va même être différent dans une série, extrêmement complexe, et avec une diversité des métiers et des compétences qui est très très forte, même par rapport à nos équipementiers, qu'il faut intégrer globalement, à la fois physiquement et d'un point de vue système de combat. Donc on va de la conception, réalisation, maintien en condition opérationnelle, modernisation des constructions, avec des contrats de disponibilité, ça pour la France. Et on fait également du transfert de technologie vers des pays à l'international. Donc, ce qui fait que DCNS contribue à l'autonomie stratégique et technologique et industrielle de la France et sert en particulier la souveraineté, la capacité de la France à agir de façon indépendante. Ce n'est pas le seul, mais ça en fait partie. Donc, ce qui fait que même si notre chiffre d'affaires est en partie à l'étranger, il est réalisé par des entreprises et avec des entreprises françaises en grande partie. Donc historiquement, les arsenaux étaient le fruit d'une stratégie d'État et aujourd'hui, c'est devenu une ressource au service d'ambition navale, une stratégie de puissance de la France, mais aussi doit, comme toute autre entreprise privée, également à des objectifs financiers, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de chiffre d'affaires, de rentabilité, de disponibilité de fonds propres. Et se fixe, et c'est ça la stratégie pour nous, se fixe aussi des ambitions géographiques, de conquête de marché, d'implantation.
et, comme je disais, maintien au service de la souveraineté. Donc pour nous, une stratégie d'entreprise, c'est une vision à 10 ans à partager, enfin, vu notre cycle, c'est au moins 10 ans, à partager avec les parties prenantes que sont nos employés, nos actionnaires, nos clients, nos fournisseurs, et donc globalement, être capable d'aligner toute l'entreprise dans une même vision pour la faire avancer de façon homogène. Donc la stratégie, c'est d'une part définir cette vision et d'autre part comment l'atteindre. Donc avec quel produit qui va être au service de nos clients France et également de nos clients étrangers. Quelles innovations, donc d'un point de vue R&D, on a la R&D financée, de la R&D autofinancée, donc sur quoi on va se focaliser en termes de briques technologiques, que ce soit en process ou plus technique. Comment on va mettre en place des partenariats, que ce soit pour développer des produits, pour faire de la R&D avec nos fournisseurs, et en particulier d'un point de vue commercial, on a ce qu'on appelle l'équipe de France pour aller se battre pour gagner des contrats, des gros contrats à l'étranger. Comment on va financer tout ça et d'un point de vue RH, maintien des compétences, en particulier pour le volet souveraineté, comment on va mettre en place le fait de, aussi avec les filières de formation, comment on va garder des ouvriers, des cadres, des ingénieurs qui sont capables d'innover dans ces domaines de défense qui sont spécifiques et qui nécessitent effectivement, comme on a dit, des fonds assez importants. Donc pour répondre à la question sur concrètement qu'est-ce qu'on utilise au départ, évidemment, on part des marchés potentiels pour nous. Donc sur ces marchés, on a besoin de connaissances de ces marchés, donc, qui sont générés à la fois par une vision géopolitique, puisque les marchés étrangers, évidemment, plus de tensions aujourd'hui en Asie par exemple, qui crée, du coup il y a plus de marchés potentiels en Asie, et aussi par la connaissance des flottes actuelles des différents pays, de leur cycle de renouvellement, de leurs tendances. Et donc, par rapport à cette connaissance des marchés qu'on trouve par différents biais, mais les universitaires pourraient nous aider aussi de ce point de vue-là, par les études, on regarde quel type de produits, dans nos domaines qui sont navals de défense, quel type de produits pourrait être intéressant de développer, de suggérer, qui sont soit basés sur des produits francs, soit spécifiques pour ces produits, pour l'export. Alors, typiquement, effectivement, tous les sous-marins français étant en propulsion nucléaire, pour proposer à l'étranger, nous devons proposer des propulsions spécifiques conventionnelles. Et donc dans cette logique, il y a à la fois un positionnement produit et vis-à-vis des pays, une forte influence des relations internationales de la France avec les différents pays qui va nous aider, que ce soit côté ministère des Affaires étrangères, la défense, la marine en particulier, qui va faire des démonstrations, qui vont nous aider à promouvoir nos produits à l'étranger. Et la DGA, évidemment. Et donc dans cette stratégie, on en tire ces positionnements, ces marchés, là où on veut se développer. Donc tirer la R&D par rapport aux produits qu'on veut mettre en place, innover également par rapport à nos concurrents. Donc on fait aussi beaucoup d'études concurrentielles. La stratégie industrielle qui permettra de réaliser ces différents produits. Les partenariats dont on parlait tout à l'heure avec différents fournisseurs, autres industriels en France ou pour des contrats à l'étranger, des partenariats à l'étranger. Et donc ça nous permet d'avoir globalement, c'est ça qu'on appelle notre stratégie industrielle, enfin, globale de l'industrie. Donc à la question sur qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nos amis universitaires, donc effectivement on parlait d'études de relations stratégiques au niveau régional, les jeux d'alliance, les tensions, et donc ce qui nous intéresse aussi, c'est les logiques de décision des étatiques dans les pays. Parce que nos clients sont globalement le ministère de la Défense local, en général, qui constituent des entités à l'intérieur qui vont acheter, et spécifier, qui vont spécifier, comme le fait la DGA en France. Et donc les logiques de décision qui peuvent être dans ces pays, c'est extrêmement important pour nous de comprendre comment ça va être spécifié, donc qu'est-ce qu'ils vont attendre, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, qui décide, comment ça se décide, pour quel volet. Qui nous permet après d'essayer d'influencer, de mettre en place nos produits, de se positionner pour permettre d'être les meilleurs et d'être là assez tôt. Donc, que ce soit d'ailleurs des étatiques, et eux-mêmes ont généralement des logiques de lobby. Donc qui est-ce qui va être influent par rapport à ces prises de décision, qui sont soit étatiques, soit à l'extérieur de l'État. Également, comme souvent les pays à l'international
vont chercher à ce que ça crée de l'emploi local, bien comprendre les capacités économiques des pays sur lesquels on sera amené à s'implanter, dans quel domaine ils sont capables de faire tout seuls, dans quel domaine on va pouvoir nouer nos propres fournisseurs vont pouvoir nouer des partenariats pour se développer eux et nous en même temps et de concert. Et donc comment on peut mettre en place cette logique-là avec tous les volets de droit, puisque les pays, on peut plus ou moins monter des sociétés avec des capitaux français selon les pays. Donc, une partie de droit qui est importante et de stabilité des règles pour l'implantation et l'investissement de sociétés françaises. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de comprendre, si on prend dans l'autre sens, comment côté France, on pourrait globalement essayer d'influencer, comment on pourrait avoir plus d'influence globalement, typiquement comme le font les États-Unis, qui utilisent des règles beaucoup de règles extraterritoriales, ce que ne fait pas la France, type Sarbanes-Oxley, les règles anticorruption, qui leur donnent une puissance économique extrêmement forte. Et donc, ce qui nous intéresse aussi, c'est comment on peut mettre en place de la même façon des logiques de lobby, de think tank, qui vont aider, faire en sorte que la France ou l'Europe, à la dimension qu'on souhaite, peut avoir aussi une influence de cette façon-là et lutter contre d'autres qui essaient de nous influencer fortement.